Alors, sans plus attendre, je vais me présenter. Certains me connaissent déjà, mais pour ceux qui ne me connaissent pas, alors je suis Maïmouna Traoré. Je suis mariée depuis 21 ans. Je suis mère de 3 enfants, de 21, de 13 ans et de 9 ans. J'ai 17 ans d'expérience professionnelle en tant que cadre dans la banque. Aujourd'hui, j'ai décidé de me lancer dans mon appel. Je suis entrepreneur, conférencière et je suis coach certifié au sein de la John Maxwell Academy sur les thématiques du développement personnel, notamment en ce qui concerne la guérison intérieure, la guérison de l'âme, la restauration. Je suis une passionnée de Christ. Voilà, je crois dans un monde où chacun découvre sa valeur pour apporter à son tour de la valeur aux autres, ayant moi-même bénéficié de la restauration et de la guérison intérieure en Jésus. Alors, j'ai l'honneur et le privilège d'être votre modératrice ce soir et j'ai une bonne nouvelle pour vous. Ce soir, nous vous avons préparé un cadeau dont je vais vous parler à la fin de notre échange. Alors, nous avons déjà eu un débat dont le thème était sur la sexualité dans le couple. Alors, c'était la sexualité dans le couple. Ma femme est toujours fatiguée. Que faire? Nous avons le replay sur YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler du thème de la communication dans le couple. Pourquoi l'autre ne me comprend pas? Avant de commencer, en tant que croyants, tout ce que nous faisons, nous devons remettre ça entre les mains de notre Dieu. Donc, permettez-moi de faire une brève prière. Voilà, Père, dans le nom de Jésus, je te remercie pour cette occasion que tu nous donnes et je te prie de bénir toutes les personnes qui sont connectées ce soir. Amen. Amen. Je répondais dans le chat les différents types de communication possibles au sein d'un couple. OK, donc il y a Kinda qui dit la communication verbale et non verbale aussi. Il y a Serge qui dit discussion essentiellement. D'accord. OK. Alors, Doussouba nous donne un peu plus de détails. L'exemple de non-verbal, le regard, les gestes, la posture, qui peuvent aussi en dire beaucoup sans qu'on ait besoin d'ouvrir la bouche. Merci. Alors, toutes les réponses que vous avez données sont de bonnes réponses. OK? Il n'y a pas de moins bonnes réponses. Elles sont toutes bonnes. Donc, on voit qu'il y a plusieurs moyens de communication et que malgré toutes ces sortes de communication-là, on rencontre encore des problèmes au sein des couples. Sans plus attendre, nous allons recevoir notre invité en matière d'accompagnement et de bien-être au sein des couples. Il est coach, thérapeute. Il a également la casquette de pasteur. Il a à son titre 5 ouvrages. Il est aussi écrivain. Voilà, donc nous sommes vraiment chanceux ce soir de l'avoir parce que M. Charlemagne Sobia sait de quoi il parle. Alors, sans plus attendre, M. Sobia, je vous dis encore merci d'avoir honoré notre invitation ce soir. Merci d'avoir répondu présent. Et merci pour tout ce que vous allez encore nous apporter ce soir. Au nom de toutes les personnes connectées et de toutes celles qui vont se connecter par après, je vous dis déjà merci. Donc, je vais couper mon micro et je vous laisse la parole. Oui, comme Mme Traoré a dit, je suis Charlemagne Soubia, je suis coach conjugal, je suis écrivain, je suis serviteur de Dieu. Merci pour l'invitation. Nous aurons à parler de la communication dans le couple. L'une des choses qui différencie les vivants des morts, c'est que les morts ne peuvent pas parler et les vivants parlent. Donc, la grande différence entre le vivant et le mort, c'est que le vivant parle, le mort ne parle pas. La grande différence, donc, si on parle en termes de famille, entre une famille vivante et une famille morte, c'est qu'une famille vivante, ça communique, ça échange, tandis qu'une famille morte, ça ne parle pas. Alors, la question, est-ce que votre famille est une famille vivante? Si vous ne communiquez pas, c'est que votre famille elle est morte. Ma prière est que votre famille soit ressuscitée. Donc, nous comprenons que la communication, c'est un style de vie. Et donc, si on ne communique pas, on ne vit pas. La communication, c'est l'échange ici entre deux personnes basé sur l'écoute et le parler.
C'est l'échange entre deux personnes. Ici, comme c'est le couple, je dirais c'est l'échange entre les deux conjoints. Alors, si nous savons que la communication est extrêmement importante, je ne vous apprends rien, mais pourquoi nous n'arrivons pas à communiquer? Il y a la mauvaise communication, il y a la bonne communication. Pourquoi nous n'arrivons pas vraiment à bien communiquer? Pour bien communiquer, il faut 3 conditions non négociables. Pour bien communiquer, il faut 3 conditions non négociables. La première condition, c'est savoir choisir le moment, le timing. Lorsque votre mari, par exemple, revient du travail, si vous l'accueillez avec, je ne sais pas moi, certaines nouvelles, il peut vous refouler. Ou si votre femme, par exemple, on vient de lui annoncer un décès et vous abordez certains sujets, elle peut ne pas être réceptive. Donc, avant de parler à quelqu'un, votre conjoint, votre conjointe, il faut toujours se demander est-ce que c'est le bon moment. Et même dans la tradition africaine, on conseille souvent à la femme de poser certains problèmes après les rapports sexuels parce qu'on se dit que le cœur du mari serait vraiment dispo. Donc, même dans la tradition, on comprend l'importance du moment, même en politique, en entreprise. Donc, il est extrêmement important de savoir choisir le moment. Pour savoir choisir le moment, ça suppose qu'on connaît son conjoint ou sa conjointe, on se dit tel que je le connais, c'est le bon moment. Il est extrêmement important de savoir choisir le bon moment, sinon, il va chaque fois vous refouler ou avoir des comportements qui vont vous frustrer et puis petit à petit, vous allez dire, bon, lui, avec lui, on ne peut pas communiquer. Oh, c'est certainement vous qui ne savez pas choisir le bon moment. Mais le problème qui se pose, c'est qu'il y en a qui ont une vie professionnelle tellement full qu'il est difficile pour eux de trouver du temps pour leur conjoint ou leur conjointe. Et là, ça pose problème. On a beau calculer le moment, il n'est jamais dispo. Sa tête est à 100% dans son travail. Mais écoutez, si on s'est marié, c'est pour trouver du temps pour sa femme ou du temps pour son mari, trouver du temps pour communiquer avec. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas, surtout ceux qui sont dans les organisations internationales, qui occupent certains postes, ils sont tellement full dans leur travail que c'est difficile pour eux. Il y en a même, comme me disait une dame, je suis allé au restaurant avec mon mari, mais il a passé tout le temps au téléphone à causer avec son patron. Finalement, j'ai dit, si c'est pour venir au restaurant, pour que tu passes le temps au téléphone avec ton patron, à quoi ça sert? Il fallait me laisser à la maison. Donc, la première condition, c'est savoir choisir le moment. La deuxième condition indispensable, c'est la confiance. Plus on a confiance en quelqu'un, ici votre conjoint, votre conjointe, et plus vous allez vous ouvrir à lui, vous allez partager ce que vous n'osez pas partager avec quiconque. Donc, il est extrêmement de développer un comportement qui puisse favoriser la confiance. La confiance, souvent, ça commence très bien les premiers jours, mais petit à petit, on pose des actes qui font que la confiance commence par s'effriter, et puis petit à petit, il n'y a plus la confiance. Et donc, un mur se dresse entre vous et vos discussions se limitent à des banalités. Nous devons faire en sorte que chaque jour, la confiance puisse davantage s'enraciner dans la relation pour pouvoir bien communiquer. Je ne peux pas partager des sujets intimes avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Donc, il est extrêmement important qu'il y ait la confiance. En tant qu'épouse, est-ce que je suis discrète? Est-ce que je sais garder les confidences? En tant qu'époux, est-ce que je sais garder les confidences? Est-ce que je ne fais pas des remarques désobligeantes? C'est tout ça qui fait qu'on peut se confier à vous. Il faut la confiance. Deuxième condition, extrêmement importante. Quelqu'un qui ne se fait pas confiance aura du mal à faire confiance à l'autre et aura du mal à s'ouvrir à l'autre. Quelqu'un qui est très susceptible aura du mal à faire confiance et donc à s'ouvrir. Et malheureusement, c'est ce qu'on a des fois. On voit des gens qui vivent ensemble, mais en réalité, c'est deux colocataires puisqu'il n'y a pas la confiance, donc les discussions sont vraiment des banalités. Il faut travailler par rapport à la confiance. C'est extrêmement important. Sans confiance, la conversation est une conversation banale. On peut parler de l'Ukraine, parler de Poutine, des choses comme ça, mais bon, c'est pas ça. La communication dans le couple, c'est pas mauvais, mais c'est de pouvoir parler de vous, de vous-même, de vos problèmes, des enfants, de leur avenir, tout cela. Mais on ne peut pas s'il n'y a pas la confiance. Donc, la deuxième condition, c'est la confiance. La première condition, j'ai parlé du temps. La deuxième condition, c'est la confiance. La troisième condition, c'est la transparence. Lorsqu'on n'a rien à se reprocher, ben, on est ouvert et on est prêt à discuter. Mais lorsque vous n'êtes pas sûr de vous-même, lorsque vous cachez quelque chose, mais naturellement, vous n'avez pas vraiment envie
de discuter, vous parlez de tout, mais de ce sujet parce que vous craignez que, bon, en discutant, vous craignez que, bon, on découvre vos lacunes, on découvre les choses que vous avez cachées, etc., etc. Donc, si nous voulons être transparents, si nous voulons, pardon, bien communiquer, nous devons travailler sérieusement par rapport à la transparence. Être vraiment intègre, être vraiment droit et ne pas avoir quelque chose à se reprocher. Voilà un peu les 3 conditions indispensables pour bien communiquer, c'est-à-dire savoir choisir le moment, la confiance et la transparence. De ces 3 conditions, donc, on peut comprendre qu'il y a plusieurs niveaux de communication. Et ces niveaux de communication sont en fonction de la présence de ces 3 conditions ou pas, du degré de confiance, le degré de transparence ou pas. Il y a généralement, bon, il y a 2 écoles. Hein. Il y a des écoles qui parlent de 4 niveaux de communication, il y en a qui parlent de 5 niveaux. Mais c'est à peu près les mêmes choses. Le premier niveau, c'est bonjour, bonsoir. On appelle ça cliché. Malheureusement, il y a beaucoup de couples même qui vivent, monsieur, madame, ils vivent, se lèvent, ils ne se disent même pas bonjour. Je pense que c'est le minimum. Le minimum, même le coq. Et quand il se réveille, il dit Cocolioko, vous dites la poulette, la poule, où est-ce que tu es? Je suis bien réveillé. Est-ce que les poules, vous êtes bien réveillés? Donc, le coq, même quand il se réveille, il chante et pour dire que je suis là pour souhaiter le bonjour. Bonjour, ça veut dire je te souhaite une belle journée. Et la première personne à qui on doit souhaiter une belle journée, c'est notre épouse, c'est notre époux. Bonjour. Bonjour est composé de bon et jour. Donc, c'est un vœu. Donc, nous devons, en tant que couple, commencer notre journée par des vœux. Bonne journée, bonjour. Malheureusement, il y a des couples qui ne se disent même pas bonjour, ce n'est pas bien. Donc, si vous n'avez pas l'habitude de vous dire bonjour, il faut que ça change. Et même si c'est vrai, vous avez dormi dans le même lit, on se dit, bon, pourquoi est-ce que ça vaut la peine? Bien sûr. Et bien sûr, il faut commencer par des bénédictions la journée. Se souhaiter bonne journée, bonjour, bonjour. C'est le premier niveau. C'est le béaba. Le deuxième niveau, c'est les faits. Les faits, c'est quoi? Nous sommes là en ce moment, il est 20h et quelques à Abidjan, il est 22h, je ne sais pas, 15 en France, ça c'est les faits. Nous sommes peut-être à peu près 40, 30 ou 50, c'est les faits. La facture d'électricité est arrivée, on a envoyé le bulletin de l'enfant, quand tu n'étais pas là, ta mère a téléphoné, ton ami Charles est passé, ça c'est les faits. Tant qu'on est au niveau des faits, il n'y a pas vraiment de communication, c'est 2 colocataires toujours. Malheureusement, il y a beaucoup de couples qui, pour pas mal de raisons, sont réduits simplement aux faits. Là, c'est pas bon. Le troisième niveau, en plus des faits, on dit ce que l'on pense. Là, ça devient intéressant. C'est l'échange qui commence en ce moment. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous sommes à peu près, je ne sais pas, je suppose par exemple 30. Ah, ça, c'est les faits. C'est dommage, mais c'est vraiment bon. Nous sommes nombreux, nous ne sommes pas nombreux. Je souhaiterais que prochainement, etc., etc. Là, vous commencez par dire ce que vous pensez. Et le fait de dire ce que l'on pense de part et d'autre, ça permet à votre vis-à-vis de vous connaître, de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, de savoir ceci, cela. Et mieux on connaît son partenaire et plus on sait comment le prendre pour le rendre heureux. Longtemps, moi, je pensais que, bon mari, je n'avais pas besoin ou je ne devais pas dire ce que je pensais. Mais la conséquence est que ma femme, des fois, quand elle veut me faire plaisir, elle ne sait pas ce qu'elle va faire, puis je n'ai pas l'habitude de dire ce que je pense. Et j'ai compris que ce n'était pas ça, être bon mari. Au contraire, bon mari, c'est dire ce que l'on pense. Maintenant, ça ne veut pas dire que si je dis, j'avance mes idées, je dis que c'est ça qui est juste, j'impose, etc. Mais l'échange suppose que je dis ce que je pense et c'est ce que je pense. Donc, il est extrêmement important que dans le couple, les 2 conjoints, dans la famille, que les uns les autres disent ce qu'ils pensent. C'est comme cette histoire. Il y a une petite fille, après un mois d'école, dit à sa maman qu'elle ne veut plus aller à l'école. Mais on dit, mais pourquoi tu ne veux plus aller à l'école? Ça vient de commencer. Elle dit, non, je ne veux plus aller parce que ma maîtresse a 2 têtes. Quand elle est fatiguée, elle enlève une tête qu'elle met sur la table. Et puis, bon, on trouve une autre tête. Au fait, la maîtresse porte des perruques. Donc, quand elle est fatiguée, elle enlève. Et pour l'enfant, sa maîtresse a 2 têtes. Bon, c'est comme ça, l'interprète, elle a dit ce qu'elle pensait. Ben, ça a permis aux parents de lui expliquer que non, la maîtresse n'a pas 2 têtes.
c'est les perruques et que, bon, quand elle porte, après elle enlève. C'est extrêmement important dans la famille et de donner la possibilité aux uns aux autres de dire ce qu'ils pensent. Nous disons, dans le dicton même, on dit que même le fou dit des bonnes choses. Donc, même le fou dit des bonnes choses, ça suppose que même le fou, on doit lui donner la possibilité de dire ce qu'il pense. Et quand je prends un pays comme la France, on parle tout le temps de la liberté d'expression. Avoir la possibilité de dire ce que l'on pense. C'est l'une des choses qui caractérise la France, qui caractérise les démocraties, la liberté d'expression, pouvoir dire ce que l'on pense. C'est extrêmement important. Donc, dans le couple, si au niveau national, on se bat pour la liberté d'expression, il est tout à fait normal que dans le couple, la famille, qui est la cellule nucléaire de la société, qu'on apprenne à dire ce que l'on pense. Alors, est-ce que le climat dans votre famille est tel que madame peut dire ce qu'elle pense sans que le ciel lui tombe sur la tête? Est-ce que monsieur peut dire ce qu'il pense sans que le ciel lui tombe sur la tête? Nous devons travailler par rapport à ça, de manière à ce qu'on puisse dire ce que l'on pense sans que c'est mon avis, c'est mon point de vue. Il faut travailler par rapport à ça, sinon on n'est pas dans la communication. Donc le niveau 3, c'est en plus des faits, dire ce que l'on pense par rapport aux faits. Le niveau 4, en plus de la tête, qui est ce que l'on pense, tu dis ce que tu as dans le cœur, tes sentiments, tes émotions. Je suis triste parce que, je suis content parce que, etc., etc. Donc, on doit pouvoir partager au niveau des pensées, partager au niveau des cœurs. Et c'est là la fusion maintenant. Et c'est ça, la vie de couple. Il est extrêmement important qu'en tant que couple, qu'on soit toujours en mesure de partager nos idées et nos sentiments. C'est vrai, quand il y a des conflits, on se retrouve juste au niveau des faits. Et on doit faire en sorte que les conflits ne durent pas. Parce que tant que les conflits durent, on est juste réduit au niveau des faits, c'est pas bon. Il faut pouvoir venir au niveau 3, qui est ce que l'on pense, arriver au niveau 4, ce que l'on ressent. Une chose extrêmement importante, on doit toujours avoir en tête que notre conjoint ou notre conjointe n'est pas notre ennemi. Il peut ne pas avoir le même point de vue que nous, c'est tout à fait normal. Nous sommes différents, l'homme et la femme sont différents physiologiquement parlant. Donc, ils ne peuvent pas toujours voir de la même manière. Donc, même si on ne voit pas de la même manière, si moi je pense que 3 égale à 2 plus 1 et elle pense que 3 égale à 1 plus 1, c'est son point de vue. Ce qui nous lie est plus que ce que nous pensons. Ce qui nous lie, c'est que nous sommes mariés, femmes, nous sommes ensemble pour la vie. Donc, le niveau 3 et le 4, c'est extrêmement important. Le 5, selon certaines écoles, c'est la transparence totale où on n'a rien à cacher. Oui, rien à cacher à l'autre. On dit tout ce qu'on pense. Bon, le fait il y a des fois des choses qui ne sont pas, je dirais, édifiantes. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin d'en parler. La sagesse, je pense, recommande que, bon, on ferme les yeux sur certaines choses. Si, par exemple, votre belle-mère vous dit que votre mari avare, votre femme ne sait pas s'habiller, est-ce que vous avez besoin d'aller raconter à votre mari ou à votre épouse que voilà ce que ma mère a dit? Bon, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. C'est en cela que je dis on n'est pas obligé de tout dire. Mais on ne doit pas se cacher derrière ça pour vivre dans le flou. Non, pas du tout. Il y a des choses qui n'ont pas d'importance, donc on passe dessus. Donc, le niveau 4, c'est partager réellement les pensées, les sentiments. Et comme je le disais, certaines écoles, le niveau 5, c'est le partager total, total. Bon, je n'y crois pas trop, je ne conseille pas des fois, mais c'est les avis, hein, d'une école à l'autre, ça change. Donc, voilà les 5 niveaux de communication. La question, c'est où est-ce que vous en êtes dans votre couple? Est-ce que vous êtes niveau 2, niveau 3, niveau 4? Si vous êtes au niveau 3 régulièrement, niveau 4 régulièrement, c'est une très bonne chose. Si ce n'est pas le cas, posez-vous des questions. Les questions, c'est quoi? Est-ce que nous arrivons à réunir les trois conditions? Sans ces 3 conditions, il sera difficile et impossible d'avoir une bonne communication, verbale ou non verbale. C'est-à-dire, ces conditions sont indispensables pour une bonne communication, qu'elle soit verbale ou non verbale. Donc, le plus important, c'est de réunir ces 3 conditions. Est-ce que dans votre couple, vous avez ces 3 conditions, laquelle vous manque? Si une vous manque, ça ne marchera pas. Ces conditions, on peut les comparer à
à un cellulaire qui a la batterie, qui a le réseau, il faut le réseau et puis il faut la puce pour pouvoir communiquer. S'il n'y a pas de puce, ou bien s'il n'y a pas de batterie, ou bien s'il n'y a pas de réseau, ben, la communication ne passera pas. Donc, ces trois éléments sont indispensables pour pouvoir communiquer, appeler au téléphone. C'est la même chose pour la communication ici entre monsieur et madame. Voilà ce que je peux dire rapidement sur la communication, les éléments de base. Et la fois prochaine, nous allons parler essentiellement de l'écoute, l'important de l'écoute, les différentes classes ou catégories d'auditeurs, et puis parler de comment s'exprimer et voir aussi les blocages par rapport à la communication, les blocages qui peuvent être votre passé, votre enfance, votre manque de confiance, etc., etc. Donc, nous allons continuer la fois prochaine sur l'écoute et le parler, et parler aussi des blocages et comment surmonter toutes ces choses. Voici un peu ce que nous pouvons partager avec vous en termes sur la communication. Là, je parlais, vous m'aviez écouté et vous allez poser des questions. Je vais aussi vous écouter. Donc, ça fait l'échange et c'est la communication. Et si je peux encore dire, il y a un jour, M. Traoré a vu Mme Traoré, et je ne sais pas dans quelle ville, il a dit, mais écoute, tu es une très belle femme, j'aimerais qu'on se marie. Donc, ça a commencé par la communication. Ils sont allés après en famille, la dot. On a posé la question à Mme Traoré, voudrais-tu prendre ce monsieur comme il est venu, il s'est présenté avec sa famille, il voudrait te marier, est-ce que tu acceptes? Elle a dit oui. Après, ils sont allés à la mairie. Le maire a posé des questions. Donc, ça a été la communication. Et on ne change pas une équipe qui gagne. Si aujourd'hui, Mme Traoré s'appelle Mme Traoré, c'est parce qu'il y a eu la communication et M. Traoré a su bien communiquer, toucher son cœur et depuis plus de 20 ans, elle est toujours amoureuse de M. Traoré parce que c'est un bon communicateur. Il faut la communication dans le mariage. Alors, je vous laisse la parole et vous poser des questions. Merci beaucoup, Monsieur Sobia. Merci pour tous ces éléments que vous nous avez apportés. Est-ce qu'il y a des questions? Levez juste la main pour qu'on vous donne la parole et posez vos questions pour qu'on puisse ensemble partager. Il faut souligner aussi que ce n'est pas parce qu'une personne pose une question que la personne est forcément concernée par le sujet. Donc, ça peut être quelque chose dont on a été témoin, ça peut être quelque chose qu'on a entendu et on aimerait savoir comment on aurait pu faire dans cette situation-là. Vous pouvez aussi poser les questions dans le chat et je vais relayer les questions. Monsieur Sobia, moi j'ai une question. Tout à l'heure, vous avez parlé des différents éléments pour établir une bonne communication. Donc, les trois éléments, la confiance, la transparence et le choix du moment. D'accord? Bon. Comment faire lorsque la confiance n'est plus? Alors, quand je dis la confiance n'est plus, s'il y a eu, par exemple, des cas d'infidélité ou s'il y a eu un cas, en tout cas, où finalement le manque de confiance s'est instauré parce qu'il y a eu des choses qui ont été cachées, en ce moment-là, la communication est brisée. Et comment on fait dans ces cas-là pour rétablir une communication saine? Oui, il faut chercher, c'est une très bonne question et je reviens sur ce que vous avez dit. C'est une formation, bon, c'est vrai, nous essayons de résumer, mais c'est une formation, donc les questions que les uns les autres poseront, c'est dans le but de comprendre, ce n'est pas par rapport à leur foyer. Donc, ne disons pas que c'est ce que la personne vit, c'est des questions de clarification, de compréhension. La confiance est fondamentale et c'est pour ça que nous devons tout faire pour maintenir la confiance. Lorsque, par exemple, je remets 3 000 francs et tu vas faire des achats et tu me dis que tu as dépensé 2 000 et puis après, je me rends compte que c'est 2 500, des choses, la confiance prend un coup. Lorsque tu me dis que tu es à Paris et puis après, je me rends compte qu'en temps, tu es peut-être à Bordeaux, la confiance prend un coup. Je dis, mais écoute, celui-là, on ne peut pas lui faire confiance. Donc, pour établir la confiance, il faut savoir d'abord qu'est-ce qui a fait que la confiance s'est brisée. Et il est extrêmement important, si c'est l'infidélité, il faut savoir si c'est parce que quand il dit qu'il est à l'est, au fait, il est à l'ouest,
sa parole n'est pas sa parole. Et donc, il faut déterminer l'élément. Et la chose qui suit, il faut que la personne qui a posé des actes qui fait que la confiance est brisée demande pardon donc à son conjoint ou à sa conjointe. Mais demander pardon suppose que je m'engage à rectifier, à ne plus refaire la même chose. Et on doit être patient. Ce n'est pas parce que je te demande pardon que, bon, je ne suis pas Dieu pour savoir si réellement tu es sincère. Et donc, on doit être patient, accepter que pendant un moment encore, la personne doute de vous, jusqu'à ce que, par votre comportement, vous prouvez à l'autre que vous êtes à nouveau digne de confiance. Mais malheureusement, des fois, on est tellement impatient. Bon, je t'ai demandé pardon, mais pourquoi tu doutes encore de moi? Je ne suis pas Dieu pour savoir. Il faudrait que par les faits, que tu me prouves que tu as changé et que tu n'es plus la même personne et que ton comportement a changé, que tu es prochainement digne de confiance. Ça prend du temps. Il faut être patient. Si on est croyant, on est chrétien, il faut aussi prier par rapport à ça. Mais très souvent, c'est que la personne qui est en faute n'est pas souvent prête à changer véritablement et veut qu'on lui redonne un chèque en blanc alors qu'il n'a pas changé. C'est difficile. Même quand vous changez, ce n'est pas évident. Il faut du temps. À plus forte raison lorsque vous ne changez pas. Donc déjà, il faut que la personne qui, par son comportement à la base de la rupture de confiance, change et accepte qu'on doute encore un peu de lui un moment. Maintenant, l'autre partenaire c'est pas conseillé de tout le temps lui rappeler ses fautes, ses fautes, ses fautes, et ça ne l'aide pas à progresser. Bon, vous l'observez sans dire chaque fois, oui, c'est parce que tu m'as trahi, c'est parce que vous observez pour voir. Et vous pouvez lui dire une fois en passant, sincèrement, tu m'as demandé pardon, je t'ai pardonné, mais j'attends que tu me prouves ton comportement et que vraiment maintenant tu es digne de confiance. Et c'est à l'autre de travailler par rapport à cela. Malheureusement, ce n'est pas toujours évident dans beaucoup de couples parce qu'on ne prend pas, je m'excuse, la vie conjugale vraiment au sérieux comme il se doit. On ne comprend pas. Nous sommes prêts à tout faire pour notre vie professionnelle parce qu'on se dit que c'est notre vie qui est en danger si ça ne marche pas. Mais la vie conjugale, c'est comme si, bon, si ça ne marche pas, j'irai ailleurs. Mais si vous ne travaillez pas par rapport à votre vie conjugale aujourd'hui, même si vous allez ailleurs, vos caractères n'ont pas changé. Vous serez confronté aux mêmes réalités, vous aurez les mêmes comportements avec l'autre personne et les mêmes problèmes vont se poser encore. Donc, il faut travailler par rapport à ça. Et nous disons que la réussite du mariage dépend de la maturité des deux conjoints. Plus les deux sont matures, plus ils travaillent véritablement par rapport à leur caractère et plus la confiance y est et puis on progresse. Donc, c'est un peu ce que je peux dire brièvement sur le rétablissement de la confiance. C'est pas évident, c'est pas facile, mais c'est possible. D'accord. OK, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, en gros… Lorsque la personne ne reconnaît jamais sa faute et trouve qu'elle peut faire, bon, c'est qu'elle n'est pas dans la logique de la construction d'une vie conjugale. On ne peut pas vivre ensemble et puis dire, bon, je fais ce que je veux, je n'ai pas de compte à rendre. Bon, ça, c'est la vie de célibataire. Le célibataire, tu n'as pas de compte à rendre à quelqu'un. À partir du moment où vous décidez de vivre ensemble, c'est que vous acceptez, je ne sais pas si c'est l'expression, perdre une partie de votre liberté, accepter, rendre compte à l'autre. Et puis, ben, c'est toujours bon d'avoir un certain comportement, d'être fier de soi-même. Mais lorsque vous avez une vie un peu, bon, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon. Malheureusement, l'orgueil fait que certains ont du mal à s'excuser ou ils s'entêtent à continuer sur le mauvais chemin. Mais un tel comportement, c'est aller droit au mur et bien, c'est détruire son foyer. Donc, ce n'est pas du tout bon. Il faut expliquer que ça, c'est un comportement qui, tôt ou tard, va conduire au divorce, ou même si ce n'est pas le divorce, bon, ça va être l'isolement total. Donc, si nous voulons une vie conjugale harmonieuse, nous devons travailler par rapport à la confiance. C'est fondamental. C'est vraiment fondamental. C'est non négociable. C'est fondamental. La confiance dans toute relation, même dans toute relation en amitié,
que ce soit deux femmes, deux frères, entre père et enfant, la confiance est fondamentale pour de bonnes relations. Et donc, s'il n'y a pas la confiance, ça ne peut pas y aller. D'accord, ok, merci. Là, M. Sobia vient de répondre en fait à la question de Kwame, voilà, qui demandait que faire lorsque la personne ne reconnaît jamais son tort. Voilà. N'hésitez pas à lever la main et à ouvrir les micros pour poser vous-même les questions. Comme ça, c'est plus convivial et puis ça nous donne l'occasion d'entendre aussi votre voix. Je crois avoir entendu quelqu'un. Non. Alors, il y a Mme Kinda qui a posé une question qui demande que faire lorsque son conjoint passe plus de temps sur son smartphone. Là, elle a parlé du smartphone, mais ça peut être autre chose aussi. Ça peut être juste que la femme est dans la maison comme un meuble et le monsieur ne s'en soucie pas. C'est-à-dire qu'elle est là, mais elle est complètement transparente. Voilà. Donc, que faire dans ces cas-là? Oui, c'est qu'on ne veut pas communiquer. Si vous êtes tout le temps sur votre smartphone, vous êtes tout le temps sur votre cellulaire, vous êtes tout le temps sur la télévision, vous êtes ceci, c'est que vous ne voulez pas communiquer. Et comme je l'ai dit en introduction, les cadavres ne communiquent pas, les vivants communiquent. Et donc, si vous choisissez de ne pas communiquer avec votre conjoint, votre conjointe, c'est que vous décidez la mort de votre vie de couple. Vous allez être là, mais il y aura pas. Vous décidez de la mort. C'est comprendre l'importance de la communication. La communication, c'est la vie. Il faut vraiment travailler par rapport à cela. Si c'est la femme, il faut qu'elle revoie sa position. Si c'est l'homme, il faut chercher aussi à savoir pourquoi il y a cette situation. Peut-être que lorsque la femme, par exemple, exprime ses idées, le monsieur, par exemple, lui dit, mais tu ne connais rien, toi qui n'as pas fait de grandes études, toi qui es sur cela. Bon, à force de ne pas savoir accueillir sa femme, ses pensées, ses idées, bon, elle a fini par se dire, c'est plus la peine, donc elle est dans son coin. Ça peut être aussi l'homme qui, chaque fois quand il parle, bon, on le raboue, et à force d'être raboué, bon, il se dit, bon, écoute, ça peut être parce que, bon, il n'y a pas une bonne ambiance dans la famille, et donc, monsieur se réfugie dans le travail, et donc, tout le temps, il est sur son ordinateur pour, bon, se réfugier dans le travail. Mais ce n'est pas la bonne manière. Il faut pouvoir s'asseoir, échanger pour trouver des solutions. Le fait que l'un ou les deux soient tout le temps dans le travail ou toute autre chose et de manière à ne pas communiquer, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne peux pas savoir. Mais à un moment donné, quelque chose s'est passé. C'est comme un vivant qui est tombé malade, qui est mort. Quelque chose s'est passé. Et il faut chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé, comment est-ce qu'on est arrivé là, et maintenant, en fonction, trouver les solutions. Donc, tant qu'on est dans cette situation, il n'y a pas de vie conjugale et c'est deux malheureux qui sont ensemble. Donc, il faut regarder en arrière pour voir quand est-ce que ça a commencé et qu'est-ce qu'il y a à la base. Peut-être qu'à un moment donné, il y a eu une rupture de confiance totale. Peut-être qu'à un moment donné, il n'y a plus de transparence. Et puis, bon, l'autre partenaire a attiré l'attention. Comme il n'y a pas eu de retour, bon, il s'est dit, bon, c'est plus la peine. Bon, écoute, on est là et puis bon, on se regarde et puis c'est tout. On est là. Tant que, comme les enfants sont encore jeunes, bon, on est là et puis bon, on fait le service minimum. Et puis bon, plus tard, chacun prendra sa route. Et ce n'est pas une relation. Ce n'est vraiment pas une relation, c'est extrêmement dangereux. Il faut vraiment chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé et trouver les solutions. Voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cette question. D'accord, ok. Alors, M. Sobia, tout à l'heure, vous avez parlé des émotions. Les émotions, c'est vrai que souvent, c'est compliqué en fait d'exprimer ses émotions parce que l'autre a tendance à penser que ce sont des reproches. Et très souvent, c'est vrai, ce sont des reproches. Alors, comment faire dans ce cas-là pour faire passer le message? Parce qu'effectivement, quand on a des émotions négatives et qu'on a besoin de communiquer par rapport à ça, en général, on a tendance à
attaquer l'autre. On a tendance à faire des reproches à l'autre et l'autre, du coup, se sent attaqué, se sent condamné et la communication part en vrille et ça ne donne pas de résultat. Donc, comment on peut faire, comment on peut établir une telle communication? OK. Comme je le disais, c'est extrêmement important au niveau 4 de la communication, c'est le couple qui partage les émotions, les sentiments. Je suis triste, je suis joyeux, etc. Ce que nous conseillons, c'est qu'il faut prendre l'habitude de partager ce qui est bon déjà. C'est-à-dire, quand votre partenaire fait quelque chose qui est bien, il faut avoir l'habitude de dire, de le féliciter. Franchement, je suis très content parce que tu as fait ça. Je suis content parce que tu as nettoyé la maison. Je suis content parce que tu as vraiment, tu as acheté la baguette de pain. Je suis fier de toi. Des choses comme ça. Lorsque vous avez l'habitude de faire beaucoup de compliments, c'est plus facile après, lorsque vous avez des mauvais sentiments aussi, de pouvoir faire passer. Le problème souvent, c'est qu'on n'a pas l'habitude de faire les compliments, de partager les sentiments positifs. Et on est là, quand c'est bon, on ne dit rien, quand on est content, on ne dit rien. Et c'est lorsque, bon, il fait mal, on tape. C'est pas bon. La deuxième chose, c'est lorsque nous voulons partager des sentiments négatifs, bien des émotions partagées avec l'autre, ça dépend. Si par exemple, je suis allé au service et bon, un collègue a fait telle chose qui m'a fait mal et je suis très triste, bon, partager avec mon époux, avec mon épouse, ça pose pas trop de problèmes. C'est, ah, sincèrement, tu sais, au bureau, il y a eu telle situation et je suis très triste, et je suis très malheureuse, ça pose pas de problème. Il va pas tout de suite voir ça comme des reproches. Là, c'est, au fait, c'est un SOS. Vous êtes en train de crier au secours pour qu'ils viennent ou elles viennent à votre secours pour pouvoir vous consoler, pour pouvoir vous soutenir, etc. Maintenant, si c'est des remarques, il faut, vous voulez partager des sentiments négatifs par rapport à quelque chose que l'autre a fait, il faut faire la différence entre la personne et l'acte qui est posé. Il y a une différence entre ce que tu as fait, c'est pas bon et ça m'attriste, et tu es mauvais, tu as fait ça, ça m'attriste. Quand tu dis tu es mauvais, tu as fait ça, tu es mauvais, ça veut dire que tu es en train de condamner la personne. Et lorsque tu condamnes la personne se dresse contre toi. Donc, il faut faire la différence entre l'acte que tu as posé qui n'est pas bon, et je trouve que c'est pas bon, ça m'attriste. Il y a une grande différence pour que tu es mauvais, tu as posé tel acte et qui est mauvais. C'est pas le fait que j'ai fait ça qui est mauvais qui veut dire que je suis quelqu'un de mauvais. Mais dans le partage des sentiments, des émotions, nous nous attaquons sans le savoir à la personne. Tu es mauvais, on ne peut jamais parler avec toi, jamais. Et les expressions, tu vois ça, la prochaine fois, les expressions jamais, des choses comme ça n'aide pas. Ça n'aide pas. Donc, ça, tu es rentré très tard, j'ai pas aimé, ça m'attriste. C'est pas la même chose que tu es mauvais, tu rentres tout le temps tard, tu n'aimes pas, tu es ceci, cela. Et ça va dans tous les sens. Et l'autre aussi, bon, s'il n'est pas, il s'est pas canalisé, ben lui aussi, il rentre dans tous les sens et puis ça dégénère. Donc, il faut savoir partager les émotions, les sentiments négatifs avec beaucoup de sagesse. Beaucoup de sagesse. Et avoir toujours en tête dans la communication que notre mari ou notre femme n'est pas notre ennemi. C'est vrai que nous ne sommes pas d'accord sur quelque chose, c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ne nous plaît pas, mais il est quelqu'un de bien. Malheureusement, cet acte qu'il a posé n'est pas bon. Donc, il y a une grande différence entre l'acte que tu as posé qui n'est pas bon et une grande différence entre ça et tu n'es pas bon. Et souvent, c'est la confusion, c'est l'erreur que nous commettons et qui pose beaucoup de problèmes. D'accord, OK. Merci beaucoup, M. Sobia. Vous avez souligné un point que je trouve très intéressant lorsque vous avez parlé des expressions à ne pas utiliser. C'est vrai qu'il y a l'expression jamais et l'expression toujours. Et moi, je sais que personnellement, ce sont des mots que j'utilisais beaucoup. Parce que par jamais, en fait, c'était pas le jamais en termes, c'était pas le mot jamais absolu, mais c'était en termes de quantité par rapport à ce que moi j'espérais.
Mais effectivement, quand on communique comme ça et qu'on part dans du jamais, l'autre se braque. On n'arrive pas à passer le message parce que l'autre en face se braque, parce que en face, en fait, l'autre se dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'effectivement, c'est pas jamais. Je le fais de temps en temps. Donc, ce n'est pas vrai. Et quand la personne dit ce n'est pas vrai, nous, on a l'impression en fait que la personne est en train de dire c'est pas vrai, je le fais autant que toi ou je le fais aussi beaucoup. Donc, il y a vraiment ce problème de communication-là qui, à cause des mots qu'on utilise, effectivement, peut freiner simplement la communication. Alors qu'on aurait peut-être pu dire tout simplement tu ne le fais pas assez ou tu le fais très peu, plutôt que de dire tu ne le fais jamais. Mais Tout à fait. dans la colère, c'est ce qui vient et c'est ce qui est facile parce que voilà, on part tout de suite sur l'amplification et c'est les mots qui reviennent très souvent. Et la colère est un élément très nuisible à la communication. Généralement, quand on est sous l'effet de la colère, on a du mal à communiquer. Et c'est pour ça, si nous voulons bien communiquer, nous devons travailler par rapport à cela. Et on en parlera le moment venu quand il s'agira des obstacles. Quelqu'un qui est tout le temps en colère aura du mal vraiment à communiquer parce qu'il ne maîtrise pas lui-même ses sentiments, ses émotions et il balance tout à la figure de l'autre. Et lorsque vous balancez tout à la figure de l'autre, bon, écoute, ça passe pas. Il faut pouvoir filtrer et dire les choses, filtrer ses sentiments, c'est pas pour mentir, mais pouvoir les maîtriser et pouvoir faire passer cela. Mais la colère, bon, on balance tout et puis on dit, bon, écoute, tu prends tout et on te jette tout à la figure et à toi de te débrouiller. Ça n'aide pas du tout à la communication. C'est très nuisible à la communication. Merci. La question souvent qu'on pose, c'est parmi les trois conditions, c'est-à-dire le temps, la confiance et la transparence, laquelle est la plus difficile à avoir dans le couple? Bon, ça varie selon les couples. Il y a des couples où il y a la confiance. Malheureusement, ils ne savent pas choisir le temps. Et donc, eux, leur problème se situe par rapport au temps. Il y a des couples où ils savent bien choisir le temps, mais le vrai problème, c'est la confiance ou c'est la transparence. Mais je pense que lorsque le problème est au niveau de la confiance ou de la transparence, c'est plus difficile à résoudre que lorsque c'est au niveau du temps. Le temps, il suffit que on explique un peu à l'autre, je ne suis pas disponible en ce moment, je suis très fatigué pour communiquer ou c'est cela. Est-ce qu'on peut revenir dessus? Ça peut se régler plus facilement. Par contre, quand c'est la confiance, c'est beaucoup plus difficile. C'est beaucoup plus difficile. La transparence, c'est beaucoup plus difficile. Et il faut donc vraiment, surtout quand il y a des choses, quand ça arrive, c'est difficile à résoudre. En fait, quand la confiance est perdue pour certaines choses, par exemple, je remets tout mon salaire à ma femme, bien à mon mari, et je lui demande d'aller acheter une voiture et il fait il fait des crocs en jambes, je ne sais pas comment je vais dire, et puis l'argent disparaît, il a pris l'argent pour remettre à tel. Bon, c'est des choses, c'est difficile la confiance, c'est difficile pour que ça revienne. Il faut vraiment tout faire pour être, dans la mesure du possible, être très correct. Très, très correct. Bon, il y aura des petits détails, il y a des petites choses des fois qui peuvent arriver. Bon, je ne dirais pas que c'est bon. On parle des fois des petits mensonges. Je n'encourage pas. Mais quand c'est des petites choses, la confiance existe, c'est bon, c'est pas trop grave. Mais il y a certaines situations quand la confiance est perdue, c'est difficile. C'est comme un homme qui se permet, je m'excuse, d'avoir des rapports sexuels avec sa belle-sœur, c'est-à-dire sa femme et la jeune sœur de sa femme. Et après, on découvre, pour que celle-ci te redonne confiance, ça va être difficile. Ça va être vraiment difficile. Donc, il y a des choses et faisons tout, évitons cela parce que c'est difficile après.
On va dire, il faut pardonner, c'est vrai, il faut ceci, c'est vrai, tu peux te mettre à genoux, mais c'est pas facile. Comme on dit, lorsque le serpent t'a mordu une fois, tu as peur après des vers de terre. Donc, faisons très attention. Bon, mais quand c'est déjà arrivé, c'est pas la fatalité. Faut travailler pour sortir de là. Mais je nous encourage à tout faire pour ne pas perdre vraiment la confiance. Et la confiance, c'est comme la batterie d'un cellulaire. Plus la batterie est pleine, et plus on peut parler longuement sans que le téléphone, ça se coupe. Mais s'il reste juste 2 barres, vous parlez 5-10 minutes, bon, voilà, ça se coupe. Donc, nous devons faire en sorte que ça soit toujours au moins 3 barres, sinon 4 barres, la batterie doit être tout le temps pleine. Plus elle est pleine, plus on peut parler longuement avant que ça ne se coupe. Donc, faisons tout pour que notre batterie soit toujours rechargée, et que ça ne reste pas à 1 barre. Oui, il y avait une question qui est passée tout à l'heure. Merci beaucoup. Alors, il y a Vanessa qui a une question. Oui, elle dit une personne qui refuse de communiquer. Ça revient toujours, si vous refusez de communiquer, c'est que vous êtes en train de signer la mort de la relation. Comme nous l'avions dit, lorsque l'une des conditions manque, c'est-à-dire la transparence ou la confiance ou le temps, la communication prend un coup. Il faut forcément ces 3 éléments pour communiquer. Maintenant, si vous n'êtes pas transparent et à cause de ça, il n'y a plus de communication, comme je l'ai dit, la différence entre les morts et les vivants, c'est que les vivants parlent et les morts ne parlent pas. Donc, rester dans cette situation, c'est l'arrêt de mort de son couple. C'est comme si je décide de divorcer. On ne peut pas vivre ensemble tout le temps avec des sparadraps sur la bouche. Donc, il va falloir travailler par rapport à la transparence et enlever donc les sparadraps et pouvoir communiquer. Celui qui a de tels comportements, qu'il sache qu'il est en train de poignarder son couple et que tout doucement, c'est en train de mourir. C'est en train de mourir, c'est dangereux. Donc, si on comprend, il va falloir travailler par rapport à cela. Bon, peut-être qu'il a peur que si il vous dit ça, telle chose, telle erreur, que vous refusez de pardonner, et donc du coup, il a du mal à être transparent. Bon, il faut discuter vraiment de la chose. C'est non négociable. La transparence, la confiance, c'est non négociable. Savoir choisir le bon, c'est non négociable. Donc, le partenaire ou la partenaire qui ne veut pas travailler par rapport à ces conditions, c'est qu'il est en train de poignarder son couple. Ça ne peut pas marcher. D'accord. Mais là en fait, on est face à une situation où il y a l'une des 2 parties qui refuse de communiquer. D'accord, oui, ça va aller à la destruction du couple, mais comment on fait en fait dans ce cas-là? Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on attend passivement que les choses se passent et donc que le couple aille à la séparation? Quels sont les moyens en fait que l'autre personne, celle qui a besoin et qui a envie de communiquer, peut mettre en place pour essayer de régler la situation? Oui, je reprends, c'est de lui dire, je vois que tu refuses de communiquer. Tu es libre de ne pas communiquer, mais voici les conséquences. Les conséquences, c'est que nous allons droit au mur. Et ce n'est pas bon ni pour toi ni pour moi. Donc, quel que soit le prix à payer, les sacrifices que cela peut exiger, faisons l'effort pour vraiment communiquer, pour échanger. Donc, c'est attirer son attention sur ce comportement. Lui dire chaque fois, je répète, il faut lui dire, la chose qui fait la différence entre les vivants et les morts, c'est que les morts ne parlent pas, les vivants parlent. Donc, si on comprend l'importance et si on veut que la relation continue, ben, on va se donner les moyens. Maintenant, si on ne se donne pas les moyens, c'est qu'on ne veut pas, et en fait, on veut aller au divorce. On veut aller au divorce. Et là, bon, on ne peut rien, c'est de lui montrer les conséquences du divorce, les enfants, ou bien ceci ou cela, etc., etc.
et pour l'encourager à sortir de son mutisme. Bon, ça peut être 2 ou 3 jours, c'est pas grave, parce que peut-être sous l'effet de la colère, la personne a peur de parler et de blesser. Donc, on n'est pas obligé de discuter de tout à chaud. Il peut prendre sur lui-même 1 jour, 2 jours, même 1 semaine, 2 semaines, le temps d'évacuer la blessure, bien ceci ou cela, avant de discuter. Là, c'est pas mauvais. Mais si ça devient un style de vie, où il est toujours là, il ne veut pas parler, il préfère être dans ses cachotteries, bon, c'est qu'il est en train de signer l'arrêt, la mort du couple. Donc, c'est d'attirer son attention dessus et si c'est possible, on peut faire intervenir quelqu'un pour raisonner l'autre pour dire ça, c'est l'arrêt de mort. Il n'y a pas autre chose. C'est comme si je bois du poison et je vais être en vie. Ça ne peut pas. Je ne peux pas boire du poison, de l'acide chlorhydrique et espérer vivre. Si tu bois de l'acide chlorhydrique, sois sûr que tu vas mourir. Il n'y a pas de demi-mesure. Tu ne peux pas souhaiter vivre et boire de l'acide chlorhydrique. Donc, c'est de lui expliquer. L'une des choses qui fait la différence, ça j'ai répété une fois ce soir, entre les morts et les vivants, c'est que les morts ne parlent pas et les vivants parlent. Donc, si tu es dans ce comportement, c'est l'acide chlorhydrique que tu es en train de boire, ça ne marchera pas. J'espère qu'on a tous compris ce soir. Alors, s'il y a des personnes connectées qui n'aiment pas parler, alors vous êtes assimilés ce soir à des morts. Donc, parlez pour être comme des vivants. Voilà. Alors, il y a Vanessa qui dit, pour insister un peu plus sur sa question, elle demande, est-ce qu'une personne qui ne communique pas, est-ce qu'on peut dire que cette personne-là n'est pas transparente ou que cette personne cache quelque chose? Voilà. Moi, je veux bien essayer d'apporter un élément de réponse et puis M. Sobia va compléter. Une personne qui refuse de communiquer, en fait, ça ne veut pas forcément dire qu'elle n'est pas transparente ou qu'elle cache quelque chose. Il faut apprendre à connaître la personne avec qui on est. Si ça se trouve, c'est par rapport à son histoire. Peut-être que par rapport à son vécu ou par rapport à l'environnement dans lequel la personne a grandi, ce n'était pas une pratique. Peut-être qu'il n'y avait pas de communication. Le père ne communiquait pas avec la maman. Donc, une personne comme ça qui rentre dans le couple ne saura pas comment communiquer. Donc, c'est maintenant à l'autre d'envoyer son conjoint petit à petit, de lui faire comprendre que c'est nécessaire de communiquer et que c'est important de communiquer. Et je voudrais aussi insister sur le fait que quand c'est compliqué, quand vraiment c'est compliqué, faites-vous aider. Faites-vous aider, ne restez pas dans votre coin à souffrir. Faites-vous aider parce qu'il y a des personnes qui ont appelé, qui ont eu recours à des aides de coach, de mentors, d'accompagnement, en tout cas des personnes spécialisées qui ont réussi à s'en sortir. Et c'est un temps fou que vous gagnez en fait, de rester comme ça parce que je suppose que quand on constate ce genre de choses, ce n'est pas une histoire de 1 ou de 2 ans. C'est des choses qui se font sur la durée. Donc, à un moment, quand on sent qu'on n'a pas de force, eh bien, il faut se faire aider. Il faut se faire aider. Et je voudrais aussi souligner qu'il ne faut pas oublier qu'un couple qui communique, c'est aussi 2 pécheurs qui communiquent. C'est avant tout 2 pécheurs qui communiquent. Donc, qui mieux que Dieu peut nous aider à dire les choses, à résoudre les conflits en vivant le pardon mutuel, l'humilité, la grâce et la recherche du bien-être de l'autre avant le sien. Parce que c'est aussi ça, rechercher le bien-être de l'autre avant le sien. L'un des gros problèmes que nous rencontrons dans le couple, c'est un problème d'égoïsme et un problème d'orgueil. Parce qu'à cause de ça, notre style de communication, en fait, est touché à cause de ce problème d'orgueil, à cause de ce problème d'égoïsme. Notre façon de communiquer est touchée, en fait. Il y a des choses que j'aimerais dire, mais comme je suis orgueilleux, je ne vais pas le dire parce qu'autrement, je perds pied, autrement, je me sens rabaissé et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Il y a Kwame qui a posé une question, mais je pense que M. Sobi avait déjà répondu à ça. Donc, voilà ce que je voulais aussi ajouter.
quand vraiment c'est compliqué, faites-vous aider, mais appelez Dieu en premier. Appelez Dieu en premier et Dieu va vous conduire en fait sur la voie qui est nécessaire par rapport à votre cas. Si ça se trouve, c'est un accompagnement. Un accompagnement, ça peut déjà aider, déjà ouvrir l'esprit, déjà permettre en tout cas à son niveau personnel de remettre les choses en ordre, de se remettre soi-même en cause. Et franchement, souffrir pendant des années avec une personne qui a du mal à communiquer, qui ne veut pas communiquer, comme M. Sobia l'a dit, c'est vivre avec c'est vivre avec une personne qui n'est pas vivante en fait. Donc, comment on fait dans ce cas-là? C'est compliqué. C'est compliqué. Et donc, il faut prendre sa vie en main. Il faut prendre sa vie en main. Pourquoi aussi il y a tant de souffrance, en fait, quand il y a le manque de communication? C'est par rapport aussi à l'attente qu'on a vis-à-vis de l'autre. Parce que si à un moment, tu déplaces, en fait, ton curseur d'attente que tu as vis-à-vis de l'autre, la souffrance aussi est moindre parce que tu as d'autres centres d'intérêt, parce que tu réalises et tu comprends que tu peux vivre autrement, parce que tu focalises, en fait, ton essentiel sur autre chose. Et cette autre chose-là, la meilleure autre chose sur laquelle tu peux focaliser ton énergie et focaliser ta vision, c'est Dieu. Parce qu'à partir du moment où tu te focalises et que tu mets Dieu à la première place, toutes les autres choses de ton écosystème viennent se mettre en place et tout se remet en ordre. Donc, voilà ce que je voulais rajouter par rapport à ça. C'est juste. Non, c'est exact. Hein. Bon, notre passé, on verra les blocages la fois prochaine. Les blocages, ça peut être notre enfance, une enfance malheureuse, ça peut être des trahisons qu'on a eues de par le passé qui fait qu'on n'a plus confiance en un homme ou à une femme. On a connu déjà des divorces. Et bon, on se dit, les hommes, on a fini par généraliser, les hommes sont comme ça, les femmes sont comme ça, on a des préjugés. Tout ça sont des obstacles. Mais ce que nous devons retenir, c'est que si on ne surmonte pas ces obstacles pour créer la confiance, ça ne marchera pas. Il faut forcément arriver à créer cela. Des fois, c'est la culture aussi. Il y a des cultures qui vous disent on ne dit pas tout à la femme. Si vous avez grandi dans une culture, on dit femme, on ne dit pas tout à la femme. Hein. Bien, on ne montre pas tout, on ne montre pas son argent à son mari. Hein. Bon, donc, il y a tous ces éléments culturels, des fois, qui sont des obstacles. Donc, c'est chercher à comprendre les obstacles. On en parlera, comme je l'ai dit la fois prochaine, à votre niveau. Qu'est-ce qui fait qu'il n'y a pas cette confiance? Ou qu'est-ce qui fait que mon partenaire n'a pas cette confiance? Attirer son attention par rapport, et il faut que vous travaillez. Si vous n'arrivez pas à réunir ces conditions, ça ne pourra pas. Il faut forcément. Oui, il y avait une autre question. Non, il y a juste, je crois qu'il y a Rosette qui a juste dit l'orgueil et l'égoïsme. Effectivement, c'est l'un des gros problèmes. C'est l'un des gros problèmes. Alors, moi, je voudrais nous inviter à faire chacun de nous une introspection et à répondre à quelques questions. On n'a pas besoin de répondre à voix haute. Hein. Juste dans notre propre cœur, on se replie en nous-mêmes et puis on essaie de répondre à ces questions-là. Donc, la première question, c'est est-ce que je pardonne facilement? Est-ce que quand on me demande pardon, je suis prompte à pardonner facilement? La deuxième question, c'est quand est-ce que j'ai demandé pardon pour la dernière fois à mon conjoint? Et la troisième question, c'est quand est-ce que j'ai demandé à mon conjoint pour la dernière fois, qu'est-ce que je peux faire pour toi? De quoi as-tu besoin? Que veux-tu que je fasse pour t'aider? Et la dernière question, c'est comment est-ce que j'ai manifesté ma bienveillance et accordé du temps de manière concrète aujourd'hui à l'autre? Voici les questions que je laisse sur vos cœurs, sur nos cœurs. Voilà. Et en fonction de la réponse que chacun de nous va donner,
Chacun de nous sait ce qu'il lui reste à faire. Alors, il y a Madame Kinda qui demande que faire lorsque le partenaire traîne la colère pendant des jours et ne fait que bouder. Oui, lorsque le partenaire se met vraiment en colère, c'est de lui rappeler, chérie, je vois que tu es très en colère et ce n'est pas de nature à nous aider. Je pense que si vous l'interpellez en disant ça, je peux dire, chérie, je sais que tu m'aimes, mais là, tu es en train de te mettre en colère, ce n'est pas de nature à nous aider. Lorsque vous dites ça, ça peut tout de suite, si il tient vraiment à son couple, il doit pouvoir se ressaisir. Chérie, mais on n'est pas des ennemis, pourquoi tu te mets en colère? Je t'aime, ne te mets pas en colère. Si on lui dit une phrase aussi positive, une phrase d'amour, il peut se calmer. Mais le point qui se pose souvent, c'est que lorsque la personne se met en colère, nous aussi, on veut se mettre en colère pour dire, bon, comme on dit, tu me gifles, je te gifle. Donc, la personne se met en colère, toi aussi, tu te mets en colère, œil pour œil. Et donc, du coup, on tombe dans une forme on tombe dans une spirale. Mais si la personne se met en colère et puis vous êtes détendu, vous dites, mais écoute, chérie, mais pourquoi tu te mets en colère? On peut discuter du problème calmement. Tu vois, il va se sentir, bon, je ne dirais pas ridicule. Il va trouver que ça ne vaut pas la peine de continuer sous cet angle. Et donc, du coup, il sera obligé de se calmer. Sinon, on peut dire, chérie, je vois que tu t'es mis en colère. Ben, comme tu es en colère, arrêtons la discussion, on va reprendre plus tard parce que je t'aime beaucoup. Mais on a du mal à dire comme ça, il se met en colère, toi aussi tu te mets en colère. Bon, et puis bon, ça va dans tous les sens. Il va falloir que toi qui n'es pas en colère, tu dises une phrase d'amour à l'autre et généralement, ça, il est décidé. Et puis bon, on arrête la communication quitte à reprendre après. À moins que ça soit vraiment un problème. Il y en a qui sont vraiment nerveux, bon, prêts à casser tout. Bon, là, ça, c'est autre chose. Il va falloir vraiment travailler par rapport, se faire accompagner, se faire... Bon, c'est un problème. Mais si c'est... Pour le problème de colère aussi, il faut chercher à savoir pourquoi l'autre se met en colère ou bien pourquoi je mets en colère. Les raisons sont les attentes non comblées, ça peut être la blessure, ça peut être des frustrations. Bon, la colère en tant que telle n'est pas quelque chose, c'est pas mauvais, c'est un signal pour dire il y a un danger. Mais c'est lorsqu'on laisse, c'est comme si j'approche mon doigt de mes paupières, ça va se fermer. Donc la colère, c'est un état, dans un premier temps, pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et le corps qui réagit. Mais il ne faut pas laisser la colère maintenant dépasser l'alerte. C'est une forme d'alerte pour dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est comme si vous êtes anesthésié, on passe la lame dessus, ça ne vous dira rien. Mais le corps est fait de sorte que lorsque la lame passe dessus, vous réagissez pour dire « Ah, ça ne va pas ». Donc la colère, dans un premier temps, c'est pour dire « Ça ne va pas ». Mais c'est qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous laissons maintenant la colère nous envahir, nous emporter au point où on dit toutes sortes de choses, on blesse l'autre sans le savoir, c'est pas bon. Il faut pouvoir répondre à celui qui est en colère, lui envoyer une parole douce, une parole d'amour, et généralement ça calme. Donc, je pense que c'est ce qu'on peut faire, mais ce n'est pas aussi facile. Parce que quand on te gifle, la tendance naturelle, c'est aussi gifler. Hein. Quand on te sourit, la tendance naturelle, c'est de donner le sourire. Donc, lorsque la personne donne le sourire, ben, on lui donne le sourire, mais tu me gifles, je te gifle. Donc, quand la personne vient avec la colère, la tendance naturelle, c'est de réagir aussi. Mais il faut pouvoir se maîtriser soi pour ne pas faire œil pour œil, dent pour dent. D'accord, merci beaucoup. Donc, une parole douce calme la fureur, nous dit Madame Kinda. Effectivement, parce que quand on est dans une situation où la colère perdure, il faut être intentionnel en fait. Dans tout ce que nous faisons, hein, il faut être intentionnel. C'est-à-dire, quel est mon but? Qu'est-ce que je recherche? Ce que je veux, c'est que la colère disparaisse. Ce que je veux, c'est qu'il n'y a plus de colère. Quels sont les éléments que j'ai en ma possession pour faire disparaître cette colère-là? Voilà, parole douce. Maintenant, si on veut rentrer, comme l'a dit M. Sobia, on m'a giflé, il faut que moi aussi je gifle en retour. Effectivement, c'est compliqué dans ce cas-là parce que quand on va demander pardon une fois et que l'autre ne décolère pas, on va se dire, ben, toi, on te demande pardon, voilà, je t'ai déjà demandé pardon, etc.
Alors qu'à partir du moment où tu es intentionnel et que tu as un but précis, c'est de faire disparaître cette colère-là, voilà, tu vas mettre les moyens pour faire partir, pour régler la situation. Il y a Konaté qui dit « Ça facilite à celui qui se sent frustré de peser ses mots en exprimant ses émotions. » Je crois que c'est ce qu'elle a dit. Oui, effectivement. Effectivement, tout à fait. En général, une parole dure appelle une parole dure. Une parole douce appelle une parole douce. Voilà. Donc, soyons intentionnels. Soyons intentionnels. Je vous ai mis dans le chat des liens. Il y a le lien pour trouver les ouvrages de M. Sobia. Je vous ai mis aussi le lien pour le groupe WhatsApp. Donc, si vous voulez intégrer le groupe WhatsApp, vous avez le lien là. Dans ce groupe-là, vous serez informé de tous les différents événements que nous avons. Je vous avais promis un cadeau au début. Aujourd'hui, le cadeau que nous avons pour vous, c'est un accompagnement pour un couple, à condition que vous veniez en couple, un accompagnement avec une première session gratuite avec M. Sobia. Voilà, donc n'hésitez surtout pas. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un message ici dans le chat en privé. Donc, encore une fois, ne restez pas seul dans votre souffrance. Voilà, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner. Beaucoup disent qu'en fait, en Afrique, il n'y a pas d'accompagnateur, il n'y a pas de coach, il n'y a pas de thérapeute. Ce soir, vous en avez un devant vous. Donc, saisissez l'occasion, saisissez l'opportunité. Merci beaucoup, en tout cas, à M. Sobia. Et puis, retenons que la parole est quelque chose de très important et de très sacré. Avec la parole, Dieu a créé la terre, Dieu a créé le monde par sa parole. Et lorsque nous pensons à ça aussi, on se dit en fait que la parole est au commencement de toute relation. Et la parole est au commencement de toute dispute. La parole est aussi au commencement de tout divorce. La parole est aussi au commencement du mariage et au commencement de la nouvelle naissance. Avant de proclamer l'union dans une cérémonie de mariage, l'officiant demande que les deux parties expriment leur consentement de façon audible. C'est dire à quel point la parole est importante. Donc, la maîtrise de la parole et de tout autre moyen de communication est un excellent début pour l'harmonie de la vie de couple. Encore une fois, soyons intentionnels. On n'a qu'une seule vie. Et ça, moi, j'aime beaucoup à le dire. On n'a qu'une seule vie et on ne vivra pas, quelqu'un d'autre ne vivra pas notre vie, on ne vivra pas la vie de quelqu'un d'autre. C'est la nôtre. Donc, mettons tous les moyens nécessaires. Il n'y a pas de vie de brouillon, en fait. Cette vie-là, c'est la seule. C'est la seule qu'on a sur cette terre-là. Donc, mettons le paquet, mettons le maximum. Investissons en nous si c'est nécessaire. Investissons pour nous si c'est nécessaire. Quand il s'agit d'acheter des vêtements, d'acheter des fringues, de se faire chic, on a la facilité de le faire. Mais quand il s'agit d'investir en nous, on est un peu réfractaire par rapport à ça parce qu'on a l'impression que c'est de l'argent qu'on donne à quelqu'un, alors que c'est pour nous. C'est pour nous. Toutes les choses qu'on achète, tout le matériel qu'on achète, c'est des choses qui peuvent se perdre, qui peuvent se dégrader. Mais ce qu'on investit en nous, ça, c'est pour nous. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever. C'est quelque chose qu'on ne peut pas nous enlever parce qu'on transporte ça, en fait, partout où nous sommes et ça nous fait grandir. Ça nous fait grandir, ça nous change la vie, ça nous rend meilleurs pour nous, mais aussi pour les personnes qui sont autour de nous. Donc, voilà ce que j'avais à vous dire ce soir. Merci à tout le monde. Merci d'avoir répondu présent encore une fois à l'invitation. Merci à M. Sobia pour sa disponibilité et pour la qualité de l'échange que nous avons eu. Merci à tous pour vos différentes questions. Merci beaucoup pour toutes les personnes qui ont posé des questions, qui ont intervenu, qui ont laissé des messages, des commentaires. Merci aux personnes qui se sont connectées, qui n'ont pas pu
qui n'ont pas pu s'exprimer. Donc, je vous dis au revoir et à bientôt. Bonne nuit à tous et que Dieu garde chacun de nous, que Dieu bénisse chacun de nous et chacune des familles que nous représentons. Au revoir.